Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce podcast spécial bientôt les fêtes de Noël. Si vous l'écoutez au mois d'août, tant pis pour vous, on vous souhaitera un joyeux Noël à la fin du podcast. Mais voilà, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Danton, toujours là depuis le Québec. Et aujourd'hui, je vais pas trop mettre la pression parce que le stress est déjà à son comble, il est presque palpable malgré l'écran qui nous sépare. J'ai le grand honneur d'accueillir ma belle-sœur aujourd'hui, Valérie Bricot, dans ce podcast. Salut Vali, comme on l'appelle, par son petit nom. Bonjour à tous. Va? Ben écoute, effectivement, la pression monte. J'ai réfléchi à peu près à ce que j'allais vous dire et j'espère que je vais transmettre ces choses correctement. Voilà. Incroyable. Valérie, nous t'avons invitée pour ce podcast parce que, en fait, on aime bien, avant Noël, présenter un petit peu des ouvrages pour vous donner des idées de cadeaux à glisser sous le sapin du Papa Noël. Et ça tombe bien parce que il y a un livre qui vient de sortir et ton nom est écrit dessus. Alors avant qu'on parle un petit peu de ce livre, qui en plus est le numéro 2 de ta main, est-ce que tu peux peut-être te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? Alors du coup, je m'appelle Valérie Bricot, donc je suis la belle-sœur d'Aurélie. Mon petit frère est marié avec elle. J'habite dans la banlieue est de Lyon. J'ai 46 ans et je suis célibataire sans enfant. Alors, j'exerce le beau métier d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai commencé il y a plusieurs années ma carrière à l'hôpital et en service de pédopsie. Et puis, quelques années plus tard, j'ai travaillé dans des crèches pour après être très longtemps directrice de crèche. Voilà. Et depuis 2 ans, maintenant, je suis responsable d'un relais petite enfance. Alors, en France, c'est s'occuper des assistantes maternelles. Donc, c'est des personnes qui gardent chez elles leurs enfants. Les enfants, pardon. Et puis, du coup, je ne vous étonne pas si avec ce parcours professionnel, je vous dis que, du coup, j'ai un ministère en partie dans la jeunesse, avec toute forme très variée, de la monitrice d'école du dimanche à la responsable d'école du dimanche, à staff dans des équipes, enseignement d'enfants à Teen Ranch, et responsable de l'association jeunesse, directrice de camp famille, quoi. Franchement, tout ce qu'on peut imaginer autour de la jeunesse et de la famille. Voilà. Excellent et je trouve formidable. J'admire beaucoup les sœurs et les frères qui ont ce don pour enseigner nos enfants. Et pardon, depuis la pandémie, je les ai appréciés encore mieux parce que quand je devais éduquer mes propres enfants à la maison, c'était épouvantable. Et même si on fait le discipulat avec nos filles, ce que vous faites euh, dans l'église locale, dans les camps, c'est d'une valeur inestimable. Donc, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour fournir quelque chose d'intéressant et de profond pour les enfants des églises, de ton église ainsi que des églises des alentours. Merci beaucoup. Merci, Angie. C'est toujours encourageant. Ah, tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de ce qui a fait en toi qui naisse ce désir d'écrire? Alors, spontanément, j'aurais eu du mal à répondre, mais du coup, j'ai un petit peu réfléchi parce qu'en fait, c'est les circonstances qui m'ont poussée à écrire. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis aperçue qu'en fait, depuis le début, depuis toute petite, en fait, le Seigneur me préparait à écrire ces livres. J'ai un souvenir très marquant, il n'y a pas très longtemps, c'est revenu à ma mémoire. J'ai 12-13 ans, je suis dans la salle de bain de mes parents, d'un bleu nuit au top de la mode de l'époque, quoi. Et en fait, je ne me souviens pas les circonstances qui entourent cette phrase, mais je dis un jour j'écrirai un livre. Voilà.
Et puis, donc, les années sont passées, bien sûr, mais quand même, de prononcer cette phrase à l'époque, c'était quand même un peu osé, parce qu'il faut savoir que l'écriture et moi, c'est vraiment pas gagné, parce qu'en fait, je suis dyslexique. Et à l'époque, donc j'ai 46 ans, la dyslexie ne s'accompagnait pas comme aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il se passe plein de choses. Moi, à mon époque, j'ai dû faire 10 séances d'orthophonisme, donc voilà. Et puis, en fait, parallèlement quand même, depuis toute petite, je lis énormément et je suis très exigeante dans la lecture et j'aime lire. J'aime les beaux textes, les belles paroles, etc. Donc, dans ce que je propose aussi aux enfants, tant à l'école du dimanche qu'au travail, eh ben, je vais aimer les belles choses. Voilà. Et en fait, donc L'Argon, les amarres, le premier roman, est arrivé parce que, ben, un peu par la force des choses. Au moment du Covid, donc je devais faire un enseignement sur une semaine à Teen Ranch pour des enfants lors d'un camp famille. Et la particularité ce, ce temps d'enseignement, outre que c'était vraiment au moment du Covid, donc avec l'ambiance du moment et puis les enfants qui étaient à moitié à l'école, donc un peu excités dès qu'ils sortaient de chez eux, et ben, c'est que le groupe d'enfants que j'allais avoir, il y avait une moitié qui avait des solides connaissances de la parole de Dieu, qui en tout cas, en plus, c'était des enfants que je connaissais, soit parce que je les enseignais le dimanche, soit parce qu'ils avaient déjà fait des cantines ranch. Et puis l'autre partie, eh ben, c'était des enfants qui n'avaient aucune connaissance de la parole de Dieu, parce qu'en plus, ils étaient dans un lieu de vie d'accueil avec des problématiques familiales énormes. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire pour que ce temps soit de qualité pour tous les enfants? Et alors, ça a été bien sûr un sujet de prière énorme, et puis une réflexion, j'ai cherché des supports, tout ça, mais j'étais jamais vraiment satisfaite, jusqu'au moment où je me dis, mais en fait, la solution, ça serait peut-être de lire tous les jours un chapitre ou deux d'un roman qui existe, et puis, donc pour le côté un peu ludique, et puis étayé de quelques mots d'enseignement. Donc, je suis partie à la recherche de ce roman, de l'élu. Je pensais que j'allais rapidement trouver quelque chose. Donc, j'ai fait plusieurs librairies chrétiennes pour en fait me rendre compte qu'il y avait très peu de romans jeunesse, en tout cas pour la tranche d'âge qui était de 6-10 ans, de romans écrits par des francophones, et notamment des Français. C'est beaucoup de traductions, et du coup, culturellement, il y a quelque chose qui colle pas toujours. Et aussi, il y a beaucoup de romans qui sont un peu anciens. C'est les romans contemporains qui ont 10 ans, moins de 10 ans, ça n'existe pas trop, et qui étaient courts aussi parce que c'était qu'une semaine d'enseignement. Donc, tout ça réuni, je me suis dit, en fait, j'ai qu'une solution. Et parce que j'étais convaincue que c'était la bonne manière de faire. Dans la prière, vraiment, j'ai porté ça et je me disais, c'est vraiment le truc. J'ai dit, en fait, je vais écrire l'histoire. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'est né L'Argon les amarres. Donc, le premier roman, bien sûr que une fois que je l'ai proposé à l'édition, merci Aurélie, voilà. Une fois que je l'ai proposé à l'édition, je l'ai un peu retravaillé quand même. Voilà. Voilà comment est née cette envie d'écrire. On vous a déjà parlé de L'Argon les amarres dans notre podcast parce que les héros de l'histoire, je les connais, je les supporte, j'en peux plus. Si vous voulez les voir en vrai, ils sont vivants et ils sont là, dans ma maison. Ouais. Et excuse mon ignorance, mais je ne comprends pas le titre. Ce n'est pas dans mon lexique les mots du titre. Qu'est-ce que cela signifie? Pour ceux qui nous écoutent, qui parlent français comme langue seconde, peut-être ils sont perdus comme moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Larguer les amarres, c'est en fait, alors ceux qui font de la voile seront sûrement beaucoup plus techniques que moi, alors ils me pardonnent, mais en gros, c'est l'attache, les amarres du bateau au port, et larguer, ça veut dire partir. Donc, larguer les amarres, partons du coup à la découverte d'eux. Ah, super. C'est accrochant. Oui. Accrocheur. Et donc, je vais pas faire de voilà. Et donc,
Elle ne s'arrête plus. Ah là là, cette première histoire en a fait naître d'autres et on espère qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver bientôt. Un deuxième roman donc vient de sortir et ça vaut le coup d'en parler parce que comme tu l'as toi-même constaté, et ben les romans français, on les compte voilà sur les doigts d'une main peut-être, et il y en a en tout cas peu. En plus, moi, ils ont été testés par les enfants, donc je peux vous le dire que peut-être parce qu'ils sont pas très objectifs, parce que c'est Tati qui l'a écrit. Mais bref, on va parler un petit peu de ce deuxième roman que tu as écrit et qui s'intitule Le secret de l'arbre qui cache les enfants. Et il y a donc je suis en train de vous le montrer si vous nous suivez sur YouTube. Si vous ne nous suivez pas sur YouTube, tant pis pour vous, allez voir sur YouTube si vous voulez voir la couverture de ce livre. On vous mettra, quoi qu'il en soit, le lien dans le descriptif de la vidéo pour le premier et pour le deuxième. Il y a une petite pastille qui dit inspirée d'histoires d'enfants juifs au Chambon-sur-Lignon. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu du coup ce roman, de quoi est-ce qu'il parle et comment est-ce que tu as procédé pour écrire ce livre, du coup, qui est inspiré d'histoires vraies. Comment est-ce que tu as procédé, comment tu t'es documenté, comment tu as mené ton enquête? Alors, du coup, comme tu viens de le dire, ce roman est basé sur des faits et des lieux réels. Du coup, j'ai romancé l'histoire. Euh, et cette histoire, elle a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a juste un petit prologue au début qui parle des guerres de religion entre les catholiques et protestants. Pourquoi? Parce que ces guerres de religion ont aussi eu lieu au Chambon-sur-Lignon et elles ont marqué la population. Et comme elles se sont terminées peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, du coup, les habitants du Chambon-sur-Lignon étaient aussi touchés par ce qui arrivait aux Juifs. Voilà. Donc, il faut savoir que depuis ma naissance, en fait, je vais au Chambon-sur-Lignon parce que toute ma famille proche y est, et puis en plus, depuis des générations. Donc, je suis vraiment euh, nourrie de cette histoire depuis toute petite. Voilà. Et puis, j'ai fait plusieurs visites au lieu de mémoire, qui est un lieu qui explique ce qui s'est passé au Chambon. Voilà. Et c'était aussi le désir dans l'écriture d'honorer ces hommes et ces femmes qui avaient tout simplement, pour eux, sans réfléchir, accueilli le peuple de Dieu. Voilà. Il faut savoir que la majorité du Chambon était protestante à l'époque. Voilà, donc c'est d'autant plus touchant parce que voilà, c'est des frères et sœurs qui ont voulu obéir à la parole de Dieu. Voilà. Alors le roman, en résumé, en fait, c'est en février 1942, des familles protestantes du village du Chambon accueillent un groupe d'enfants juifs dont les parents ont été déportés. Et Augustin, un jeune fermier célibataire, un peu timide, se retrouve embarqué dans l'histoire avec son coq Pépito. Et les enfants et lui vont devoir s'apprivoiser. Et bien sûr que le danger n'est jamais loin parce que les Allemands sont pas loin en fait. Voilà. Wow, ça me donne envie d'entendre le reste de l'histoire. Quel est le message principal qui est communiqué au lecteur de ce livre? Alors, bien sûr, c'est un livre chrétien, donc on va parler de la Bible. Hein. Là, je vous ai présenté, on va dire, le contexte historique et puis les lieux, mais le fond, ça va être la présentation du plan du salut. Tout le long du livre, Augustin et les enfants vont être confrontés au lien entre le judaïsme et le christianisme. Je vais me servir dans le livre de situations comme un texte de dictée, la célébration de Pâques au temple, et puis un spectacle que vont faire les enfants pour, en fait, présenter ce lien entre la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et la Pâque que l'on célèbre, nous, aujourd'hui, la mort et la résurrection de Christ. Voilà. Et parce que s'ils n'ont pas bien compris ce que je leur expliquais, du coup, il y a une annexe biblique qui reprend les éléments très précisément en lien avec l'histoire, mais surtout en lien avec la parole de Dieu et là où ils peuvent trouver bibliquement les textes.
Il y a même 2 annexes, soyons Ouais, fous. En ouais, plus, comme je l'ai dans les mains, je peux le feuilleter à volonté. Une annexe 1 sur les grands moments de l'histoire biblique qui ont inspiré le secret de l'arbre qui cache les enfants. Et ça peut aussi être un bon moyen pour des parents ou pour des enseignants d'école du dimanche, etc., de pouvoir aussi bien comprendre le sens de certains passages. Et puis, il y a l'annexe 2, qui sont les personnages et événements historiques qui ont inspiré le livre. Et donc, voilà, il y a des différentes personnes avec un petit mot dessus. Et c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est plus qu'un livre, c'est un outil en fait. oui. C'est un outil et on a, bon, on fait un peu le truc, mais il va sortir des podcasts où on va parler justement de l'importance d'utiliser des images, des métaphores pour communiquer des vérités bibliques. Et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir des outils comme ça qui justement nous permettent de communiquer une vérité biblique fondamentale d'une manière pertinente, adaptée à notre culture et à notre société actuelle. Pour qui as-tu écrit ce livre, Tati Vali? Et oui. Alors, pas que pour mon neveu et ma nièce quand même, hein, Ah, parce que d'accord. je Bon, les aime ok. énormément, Ouais, je sais. parce qu'en plus c'est les seuls, donc ils ont plein de chance de ça, mais quand même, à la vue de tout le travail, Ouais. Autant en faire voilà, profiter d'autres, quoi. c'est ça, voilà. Et ben, du coup, l'idée c'est que j'aime partager l'évangile. Sauf que, pour moi, des fois, c'est pas simple parce que chaque fois, une fois que j'ai terminé de dire les choses, je me dis: «Mince, j'ai pas dit ça, j'aurais dû le dire comme ça. Est-ce qu'ils m'ont bien compris?» Voilà, «Est-ce que j'ai bien tout expliqué clairement les choses?» Et puis, je me suis aperçue que finalement un roman, et ben, déjà ça m'aidait à ne rien oublier parce que j'avais bien réfléchi à tout, voilà. Hmm. Et il y a un côté ludique, qui fait que le message, et ben, passe malgré lui. Voilà, heu, en lisant, en prenant du plaisir, ben, les enfants se nourrissent de la parole de Dieu et ils ingèrent, ben, des notions bibliques. Et comme tu l'as dit, tout à l'heure, heu, c'est quand même une nouvelle génération et il faut travailler avec des outils et notamment visuels. Heu, alors il y a quelques illustrations, mais la lecture est aussi visuelle. C'est pas que la vidéo, ils le lisent et je trouve que c'est vraiment important. Ils peuvent prendre du temps, ils peuvent revenir dessus. Heu, voilà, donc ça, c'est déjà pour qui je l'écris parce bah, déjà, c'était motivé par le désir que je voulais partager l'évangile Hmm. et notamment à des enfants et que c'est pas forcément simple. Après, je voulais m'adresser et ce livre s'adresse autant à des enfants qui ont une connaissance biblique, voilà, qui sont même bien enseignés, qu'à des enfants qui n'y connaissent rien du tout. Hmm. Voilà et du coup, c'est vraiment pour moi important d'aller là-dessus. Pour la tranche d'âge et ben, il est écrit sur le livre 8-13 ans. Moi, je dirais que c'est plutôt une question d'aptitude à la lecture. Il y a des enfants à 13 ans, ça va leur paraître enfantin parce que ça fait très longtemps qu'ils lisent et ils ont un bon bagage. Et puis, il y a des enfants, 8 ans, ça va être trop tôt pour eux. Voilà. Heu, Maintenant, l'histoire semble quand même j'ai plusieurs adultes qui l'ont lu et ils m'ont dit vraiment qu'ils avaient pris plaisir à la lire. Dimanche dernier, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce qu'un ami est venu me voir et m'a dit: «Ah, j'ai lu ton histoire, je suis très rarement, touchée et émue par les histoires». Il m'a dit: «Bah, là, à la fin, j'ai presque versé ma larme, quoi». Donc voilà, c'est pour des enfants, mais c'est accessible aussi aux adultes. Les adultes, sachez que c'est quand même un livre écrit pour des enfants. Ne vous Hmm. attendez pas à du haut niveau d'écriture. Voilà. Et petite particularité aussi, la police d'écriture et la présentation est adaptée aux dyslexiques. Voilà. Comment Et ça? alors en fait, c'est écrit plus gros qu'un livre classique. Voilà. C'est pour ça qu'il fait aussi, il y a plus de pages parce que c'est écrit plus gros et puis, quand on regarde à l'intérieur, les lignes ne sont pas justifiées. C'est-à-dire que le texte, ne se termine, bah, c'est ce qu'on appelle la justification, dans Word. Voilà, là, les lignes sont décalées. Ça aide la personne dyslexique à voir qu'elle est toujours sur la bonne ligne. Voilà. Hmm. Hmm. Super.
C'est ce qui fait que du coup, il y a des adultes qui ont des difficultés du coup à la lecture et qui apprécient du coup de lire ce livre. Salutations à, à Isabelle notamment, qui a lu le premier roman, qui est aussi dans le même style d'écriture et qui est aussi adapté, et qui a vraiment apprécié le fait d'avoir un roman chrétien, quand bien même c'était pour les enfants, de pouvoir passer un bon moment dans la lecture, qui facilite aussi la lecture. Donc ça c'est chouette parce que je suis pas sûre qu'il existe beaucoup de romans chrétiens pour adultes écrits d'une manière adaptée aux dyslexiques. Je pense pas. C'est facile. Voilà, je sais pas si une vie suffirait, voilà, pour remplir les bibliothèques des librairies chrétiennes dans cette section-là. Tu allais nous dire une dernière raison pour laquelle tu avais écrit ce livre. Effectivement, il y a l'idée que je voulais honorer ces hommes et ces femmes. Je trouve qu'ils ont eu un courage. euh, il faut quand même se rappeler que c'était une époque très particulière, que si on vous prenait, ben, c'était les camps de la mort, ou la fusillade ou l'emprisonnement, mais en tout cas, c'était quelque chose de vraiment impactant pour votre vie. Ouais. Et puis, le Chambon, c'est un petit village de campagne. La pauvreté était de mise là-haut. Voilà, c'était un monde d'agriculteurs. Eh ben, ils n'ont pas regardé à quoi ça allait leur coûter. Ils ont juste obéi et eu foi en Dieu. Voilà. Et ça, vraiment, ça me touche parce que souvent, je me dis, ben, en fait, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui à leur place? Voilà. Wow. Comment est-ce que tu procèdes pour écrire un roman? C'est vraiment fascinant, ça m'intrigue. Alors, c'est long, c'est très, très long. Je ne vous cache pas. Puis en plus, comme je suis très exigeante, eh ben, c'est encore plus long. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects et le premier aspect, c'est plutôt l'attitude dans laquelle j'écris. Voilà. Et cette attitude d'écriture, pour moi, j'ai trois choses en tête. Le premier, c'est que je veux partager l'évangile. Et du coup, je vais tout le temps, euh, tout va être centré sur ça. Euh, quoi que je vais imaginer comme situation dans l'écriture, quoi que je vais imaginer, je vais me dire, OK, ça c'est rigolo ou je sais pas quoi, mais à un moment donné, il faut que je rebondisse sur l'évangile. La deuxième chose, c'est que j'écris pour un lecteur que j'identifie avec ses compétences potentielles, voilà, de compréhension. En fait, j'écris pas pour moi parce que à la vue du travail, ça fait très longtemps que j'aurais abandonné d'écrire pour moi. Moi, je fais les trucs parce qu'il y a une utilité, voilà. Donc, c'est vraiment important. Je suis sans arrêt en train de penser à ce lecteur. Alors, j'identifie quelques enfants parce que pour moi, c'est plus simple, de la tranche d'âge à laquelle je vais écrire. Alors, bien sûr, mon neveu et ma nièce font souvent partie du lot parce que c'est facile, mais pas que. Il y a des enfants que je rencontre et je me dis, ah tiens, est-ce que pour lui, ça serait quelque chose d'intéressant. Et puis, la troisième chose, c'est qu'en fait, j'ai un désir que les enfants apprennent. Hein, je suis quand même éducatrice de jeunes enfants, bah, c'est quand même là. Et du coup, dans Le secret de l'arbre, bien sûr qu'il y a des notions spirituelles qui sont enseignées, mais pas que. Je vais les emmener à découvrir ou à redécouvrir des notions de la vie courante, de l'époque ou d'aujourd'hui, la nature, la géographie. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi tout un ensemble de choses qui vont faire que ils vont pouvoir apprendre quelque chose. Oui, il y a aussi tout l'aspect, je vais essayer de les emmener à une ouverture vers l'art avec le Messie de Handel ou le peintre Chagall. Et bien sûr, euh, l'aspect historique qui, en tout cas en France, correspond à leur programme scolaire, donc des guerres de religion et de la Seconde Guerre mondiale. Notamment, il y a des notes en bas de page où les enfants peuvent se référer, ou pas d'ailleurs, hein, suivant leur motivation à apprendre sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est l'attitude dans laquelle j'écris. Voilà. Et puis après, ben, vient l'écriture telle quelle. Donc je vais avoir un premier temps qui est de récolter un peu les idées, les réflexions, les textes bibliques, les,
des images qui me parlent. Par exemple, pour moi, c'était important, dans Le secret de l'arme, je trouvais très beau, ce morceau de l'oratorio de Handel du Messie. Hmm. Voilà, donc c'est ces petites choses-là que je vais glaner et que je vais écrire dans j'ai un cahier là, tout défoncé avec des pages, rajoutées, des photos et cetera et en fait, bien sûr les recherches historiques aussi et puis, c'est tout ça qui va nourrir mon écriture au final. Voilà. En tout cas, je n'ai pas de plan. Alors, j'ai essayé, vraiment j'ai essayé, de faire un plan. Suite à l'écriture de L'Argon les amarres, je me suis dit: «Il faut être un peu plus pro quand même, hein». Donc j'ai suivi quelques cours en ligne, pour me donner, une manière de faire. J'ai lu des choses et en fait, à part rester des heures devant mon ordinateur, ça fonctionnait pas. Donc j'ai repris ma bonne vieille méthode, qui est du coup, la prière et puis la spontanéité. Alors, c'est sûr, c'est facile, j'ai quand même une imagination pardon, assez débordante, je suis assez créative sur plein d'aspects, je suis Hmm. touche à tout là-dedans, mais voilà, c'est aussi la prière. Donc, dans les faits, j'ai pas de plan, j'écris chapitre par chapitre, et il y a une donnée essentielle, c'est que je prie tout le temps pour ce livre. Et avant de me mettre sur mon ordinateur, je prie. Après, je prie. Voilà. Je suis pas une femme de prière. C'est pas mon grand truc. Mais pour ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour ces projets, qui m'a habité, qui m'a nourri. Et puis vraiment, je crois que Dieu m'a inspirée. Franchement, je j'ai pas de plan et je vois qu'en fait, c'est Dieu qui a le plan. Hmm. J'imagine aussi que ta propre lecture, puisque tu es une grande lectrice, et ton propre ministère alimente ton imagination. Donc, tu n'es pas toujours renfermé dans ton bureau, mais le fait que tu es active dans le monde des enfants te fait rentrer facilement dans ton histoire quand tu t'assois pour écrire, parce que tu as déjà ton esprit plein d'idées à cause de tout ce que tu fais pour nous le nourrir, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Par exemple, pour l'Argon les amarres, je bloquais vraiment depuis des semaines une situation. Il fallait basculer dans autre chose, dans le roman. Et ça faisait des semaines que je priais pour ça. Et à côté de chez moi, là, j'ai un immense parc, un des plus grands parcs urbains européens. Et du coup, je vais me balader très facilement. On peut s'y perdre sans problème, d'ailleurs. Et en fait, je priais, je disais, mais Seigneur, franchement, faut un truc là. Ça fait des semaines, je bloque. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à un jeu que j'ai fait avec des enfants. Alors, juste à côté de mon bureau, le petit bâtiment à côté, il y a une ludothèque. Et en fait, très souvent, je fais des allers-retours parce qu'il y a des collègues. Et à un moment donné, je suis arrivée, les enfants jouaient au toucher-coulé. Et après, je me suis dit, ah oui, dans la prière, et en me baladant, je dis, ah oui, en fait, maintenant, je vais introduire une notion de toucher-coulé. Voilà, c'est un petit exemple comme ça, mais effectivement, je me nourris aussi de tout ce que je vois au quotidien. Hmm. Peut-être tu peux nous parler des outils que tu utilises aussi concrètement, parce que moi j'ai appris des trucs. Ah. Alors, du coup, une fois que j'ai réfléchi, je me mets à écrire, bien sûr, mon chapitre. Et du coup, une fois que j'ai écrit mon chapitre, je me sers de la lecture à voix haute du logiciel Word. Parce que ça m'aide à voir si j'ai pas oublié ou confondu des mots. Je vous rappelle que je suis dyslexique. Voilà. Donc, très souvent, je vois qu'il y a des trucs qui vont pas. Et puis, le fait que il y a une lecture à voix haute, ça me permet de voir si le texte est fluide, si c'est cohérent. Parce que si on n'est pas capable, c'est ma vision, si on a du mal à lire le texte à voix haute, ça veut dire que c'est trop complexe, en tout cas pour un enfant. Donc voilà, je vais me servir de ça. Voilà. Et puis, bien sûr, je sans arrêt, je reviens sur le chapitre, je laisse de côté quelques temps le chapitre, quelques jours, quelques semaines, et après je reviens dessus parce qu'on a une autre vision. C'est sûr, entre le moment où on écrit, voilà, et puis entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on retranscrit à l'écriture, des fois, il manque quelque chose. Quand on revient un peu après, on s'en aperçoit plus. Voilà. Et donc, une fois que j'ai passé
ce temps toute seule avec mon ordinateur d'écriture. Je fais relire quand même à mes proches chapitre par chapitre pour m'assurer que c'est bon. Et ben vient un autre temps que franchement j'apprécie tout autant et ben, pour moi c'est ce que j'appelle le travail d'équipe. Voilà, c'est un peu dans mon jargon professionnel, on travaille tout le temps en équipe, ben là c'est un peu pareil. Ce manuscrit, je vais le faire relire par plusieurs personnes. Et chacun avec un peu sa spécificité. Alors bien sûr qu'il y aura l'orthographe, voilà, la compréhension du texte, des situations. Est-ce que finalement les personnages que j'ai imaginés, les personnes les comprennent comme je l'ai imaginé, voilà. Et pour Le Secret de l'arbre, il y a eu la particularité, je me suis adressée à deux autres personnes. Déjà parce que j'ai l'espoir que ce livre puisse être lu par des juifs et que s'ils pouvaient découvrir Jésus comme le Messie, ça serait une bonne chose. Voilà. Donc, je ne voulais pas faire aussi d'erreurs pour les offusquer dans la manière dont j'abordais les choses, et puis parce que je parle aussi de judaïsme. Donc, je ne suis pas une spécialiste du judaïsme, donc voilà. Donc, j'ai un ami pasteur juif messianique à qui j'ai fait lire le texte. Voilà, il m'a fait 2-3 petits retours, notamment sur les noms qu'on donne à Dieu. Dans quelle situation? Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, ben vous lisez Le Secret de l'arbre qui cache les enfants. Et après, parce que je suis encore exigeante, je voulais qu'il y a quelques phrases en allemand pour le livre, hein, parce qu'il y a quand même des Allemands autour d'Augustin et des enfants, et je voulais qu'elles soient du langage courant et pas du traducteur ou de l'allemand école. Voilà. Donc, mon cousin et sa femme, qui, elle, est allemande, et eux, ils vivent à Berlin depuis plusieurs années. Du coup, ils ont participé à leur manière à la correction. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, tout ce travail d'équipe qui est hyper important. Et du coup, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de l'éditeur. Jusqu'à présent, je ne sais pas si mon livre va être édité. Voilà. Donc, vient dans un autre temps l'édition. Excellent. Donc l'édition qui est la même, si je dis pas de bêtises, je vais me faire taper sur les doigts, donc aux éditions LLB, donc la Ligue pour la lecture de la Bible, qui, moi, je rêve que ce livre devienne un dessin animé. Si à un moment donné, il lance, une production hollywoodienne. Non, bref. Comment ça se... Ouais. Pardon, c'est mon désir pour Largon les amarres, c'est mon désir. Alors secret, il est plus secret puisque je le dévoile. Mais en fait, le livre, c'est cher, le papier, c'est cher quand même. Ouais. Et je sais, j'ai quand même envie que beaucoup d'enfants puissent accéder à ces histoires, et notamment Largon les amarres. Souvent, je pense au camp de réfugiés, mais autres, parce qu'un dessin animé, c'est tellement plus simple à projeter que des livres. Voilà. À distribuer. Et puis, il y a le fait de savoir lire ou pas, quoi, tout simplement. Donc, oui, voilà, si quelqu'un entend. Ouais. Non, mais il y a plein de choses à faire. Bref, je te partagerai des idées en off. On va pas les divulguer comme ça devant n'importe qui. Comment ça se passe, du coup, la suite avec la maison d'édition? Alors, pour Largon les amarres, une fois que j'avais retravaillé le texte, je l'ai déjà envoyé à une première édition juste à côté de chez moi, pour une question pratique, voilà. Et elle est revenue vers moi très rapidement en disant: «Écoute, l'histoire est chouette, mais en fait, on ne fait pas de livre pour enfants où on fait que de la traduction». Voilà. Et ils m'ont conseillé d'aller vers 2 autres éditions, ce que j'ai fait. Les éditions LLB m'ont répondu très rapidement. Et l'autre édition a mis des mois à se manifester, voilà. Donc du coup, j'ai travaillé avec les éditions LLB et j'apprécie beaucoup de travailler avec eux, et notamment avec le directeur, parce que c'est clair, on échange facilement et on a la même vision pour ce livre.
vraiment. Quand j'attendais fébrilement de savoir quel éditeur voudrait mon histoire de l'Argon les Amarres, je priais beaucoup pour qu'il soit dans l'édition qui prenne soin de lui. Voilà. Et en fait, chose faite. Ils ont pris soin d'eux. Donc, c'était tout naturellement que j'ai soumis à l'édition LLB le manuscrit du secret de l'arbre qui cache les enfants. Voilà. Là, et une fois qu'ils ont le manuscrit, eh ben, c'est encore du travail. Moi, naïvement, au début, je croyais qu'une fois que tu avais filé ton truc, eh ben, c'en était fini pour toi. Voilà, tu pouvais passer à autre chose. Voilà. Eh ben non. En fait, il y a quand même des relectures, des réajustements. C'est un métier, hein, l'édition, que j'ai découvert. Et, avec Steven et le comité d'édition, il y a des échanges. Par exemple, pour Le secret de l'arbre, le titre que j'avais proposé n'était pas assez accrocheur. Donc, il y a eu un échange pour décider quel titre serait pris. Par exemple, j'avais fait une annexe biblique un petit peu, mais il m'a demandé de la retravailler et de mettre aussi une annexe des lieux et de l'histoire, et aussi, qui a demandé plus de travail, de rajouter un prologue, et notamment sur les guerres de religion, quoi, un moment qui se passe pendant les guerres de religion en France catholique et protestant. Voilà. Donc, une fois qu'il y a des validations, et ben, voilà, le texte a une validation finale. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas que j'oublie tout le travail avec les illustrateurs. Voilà. Donc, pour ma part, ce n'est pas moi qui donne l'avis final pour les illustrations. Du moment où j'ai cédé l'histoire, pour faire simple, aux éditions, je suis propriétaire de l'histoire, donc ils me font des propositions de changement. Dans les faits, c'est pas grand-chose, c'est des tournures de phrases ou juste est-ce que tu peux compléter ce personnage, donner juste un petit élément qui va faire qu'on va mieux le comprendre. Donc, ils peuvent pas changer l'histoire comme ils veulent. Il faut mon aval. Pour les illustrations, c'est eux qui ont le dernier mot. La petite anecdote pour l'Argon les Amarres, quand j'ai reçu pour la première fois les illustrations de Brûlot, qui est un des personnages principaux, qui est un poisson pirate parlant, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, oh là là, c'est vraiment comme je l'avais imaginé. Camille était dans ma tête, c'est pas possible. Voilà. Et franchement, Camille a fait un magnifique travail sur l'Argon les Amarres. Il y a plus d'illustrations parce que c'est aussi un livre pour les plus petits. Voilà. Et les illustrations du Secret de l'arbre, c'est des illustrations, donc déjà c'est un livre pour les plus grands, donc il y a moins d'illustrations, et c'est des illustrations qui collent un peu plus à l'époque. Voilà. Excellent, trop bien. Ça prend combien de temps? Oh là là. Alors, l'Argon les Amarres, j'avais pas le logiciel, j'avais un autre ordinateur qui n'avait pas la lecture à voix haute. Donc ça m'a mis beaucoup plus de temps parce que ma relecture n'était pas efficace. Voilà. Là, avec le logiciel, du coup, ça m'a énormément aidé. En gros, du moment où j'ai commencé à écrire jusqu'au moment où je l'ai proposé aux éditions, il y a à peu près 1 an. Voilà. Et parce qu'en plus, moi, j'écris que quand il pleut dehors, que quand il y a du silence, parce que quand il fait beau, je veux toujours aller dehors, etc. Donc, il y a des conditions dans lesquelles je veux écrire. Et puis, il y a aussi le temps de relecture des personnes à qui je l'ai donné. Donc, c'est 1 an. Et puis, entre le moment où l'édition l'a dans les mains et sa sortie en librairie, c'est 1 an. Donc, en gros, c'est un projet de 2 ans. Il faut être patiente. Faut être patiente. Je viens d'apprendre que Brad Dixon, avec qui on va enregistrer pour la sortie de son prochain livre, je fais un petit teaser pour dans 2 semaines là. On aura un podcast avec Brad qui a sorti un nouveau commentaire sur Hébreu. Et il vient de dire qu'il a mis 7 ans pour l'écrire. Voilà. Donc, si vous dites « Oh là là, 2 ans, voilà. Oh là là, bah, ça peut prendre plus de temps en fonction de la contenance. Aussi, qu'il faut faire là-dessus. Bref. Alors, on s'arrête là, c'est bon? Tu prends ta retraite? Tu peux vivre avec 2 livres?
livres, non, hein. On vit pas des livres chrétiens et d'autant plus des livres pour enfants parce qu'il y a pas beaucoup d'enfants, beaucoup moins d'enfants que d'adultes. Faites des enfants, c'est quand même pas possible ça. Il faut repeupler la terre, voyons. Non, quels sont tes autres projets d'écriture à venir? Alors, j'en ai 2 en tête. Le premier, Angie, en est, l'auteur puisque, alors tu me corriges, hein, ou tu complètes si besoin, Angie. Donc Angie m'a contactée, il y a quelques mois pour me demander de participer à un livre collaboratif avec 17 ou 18 autres femmes, c'est ça? 17. Voilà. Sur un sujet ou une situation qui nous a fait grandir avec Christ. Voilà. Donc, Angie m'a demandé d'écrire sur le célibat. Voilà. Là, on en est dans la phase travail d'équipe, puisque voilà, il y a quelques réajustements à faire. Et du coup, le projet, en tout cas, dans un premier temps, sera terminé. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à à ce livre? Non, Non, c'est bon? peut-être tu reviendras pour nous en parler de ton chapitre sur le célibat. On ne sait jamais si tu Elle pensait y aimerais. échapper, là. Mince, elle se dit, je suis coincée. Il y en a 17 ou 18 autres, donc ça va être fabuleux. Ouais, mais attends, tu t'en sors tellement bien qu'on se dit easy, quoi, pour un numéro 2. Voilà, donc ça c'est le projet qui est en phase d'aboutissement. Et puis le deuxième projet, c'est un projet que j'ai commencé très rapidement après la fin de l'écriture du Secret de l'arbre. Euh, Parce que déjà j'avais une idée en tête. Généralement, je manque pas d'idées. Voilà, hein, j'ai une idée chaque matin, comme on dit. C'est surtout que quand on finit un projet comme ça, vous savez, dans les grands projets de notre vie, quand tout d'un coup ça se termine, ben, il y a une espèce de vide qui est là, qui est presque déstabilisant. En fait, moi, le secret de l'arme, les personnages, les lieux m'ont habité quoi pendant pendant un an. Et du coup, ben, il n'y avait plus personne, quoi, entre guillemets. Donc, j'ai commencé quelque chose très rapidement. Je l'ai laissé, j'ai écrit peut-être 10 ou 15 pages. J'étais pas très satisfaite de. En fait, c'était trop rapide. J'avais pas mûri l'ensemble. Voilà. Et puis, je l'ai laissé de côté aussi parce que Angie arrivait avec son projet. Il y avait plein d'autres projets. J'avais des projets de travaux, d'enseignement pour Teen Ranch et autres, etc. Donc, j'ai un peu laissé ça de côté. Et puis, quand même, j'ai un métier à temps plein. Voilà. Voire avec des heures sup. Donc, il faut quand même. Voilà. C'est lui qui me fait vivre aussi. Et maintenant, du coup, en vue du podcast, je suis retournée lire ce que j'avais écrit et je me dis: «Ah, en fait, c'est pas si nul que ça». Voilà. Et l'idée est toujours un livre pour enfants, voire pour adolescents parce que j'ai quelques requêtes là qui me sont remontées. Bien sûr avec, le message central, l'explication du plan du salut, vraiment. Et là, je trouve très important de faire, c'est quelque chose qui me passionne, ce fil rouge qui est dans la Bible, ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et en fait, j'aimerais aborder le déluge et Noé comme archétype de Christ, c'est-à-dire image imparfaite qui représente Christ. Voilà. Donc le grand défi, ça va être de ne pas tomber dans une histoire infantilisante avec les animaux. Voilà. Je veux me sortir de ça. J'aimerais aborder des thématiques. Alors là, je lance des. Je ne sais pas si finalement, hein, je vous dis, Mmh, les choses mmh, seront comme ça, mais je vois bien les préoccupations de la jeunesse d'aujourd'hui mmh, et des thématiques qui les impactent, comme j'aimerais bien aborder l'identité en Christ, mais aussi mmh. le genre. J'étais vraiment scotchée au mois de. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait un temps d'enseignement à Teen Ranch et il y avait une enfant de 7 ans qui, au moment de l'enseignement, dans un temps d'échange, me dit: «Ah, mais ma copine dans ma classe, c'est une fille, elle veut devenir garçon». Et je me Mmh. suis dit: «Ah, elle a 7 ans et déjà on parle de ça». Mmh. Voilà. Donc, je vois qu'ils sont confrontés très tôt à ces choses-là et ça m'a confortée aussi. Hier, j'étais en réunion avec des instances et ils avaient tout un
les professionnels de la santé avaient fait des interventions sur le genre et la sexualité, mais bien mesurées pour le coup. Et en fait, les enfants de 6 ans avaient des tonnes de questions. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça serait intéressant d'aborder ça. L'impact des réseaux sociaux, la question aussi du prendre soin de soi, mais à l'excès, du coup, fait qu'aujourd'hui, on regarde son nombril et on oublie les autres à côté. Voilà, c'est plein de thématiques un peu comme ça. Je ne sais pas si finalement je vais écrire ce livre. Dieu seul le sait. Voilà. Mais c'est un défi. Il faut se mettre au travail, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, il faut se mettre au travail. Mais c'est un super sujet. C'est un super sujet. Je me suis éclatée cet été. J'ai fait pendant une semaine là, de camp, j'ai fait des ponts entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et notamment avec Genèse 1 à 11, il y avait pas mal de ponts qui étaient faisables. Et en fait, j'avais jamais creusé l'histoire de Noé en mettant des liens comme ça avec Christ. Et de voir comment Noé est un type de Christ. Il y a vraiment des belles choses à faire, et je trouve que c'est une belle manière de parler de l'histoire de Noé, et elle n'est pas souvent abordée dans cet angle-là et dans cette perspective-là. C'est vrai qu'on est souvent avec une arche et des animaux qu'on met dedans. Mais il y a un sens plus profond à aborder. Trop bien, trop bien, trop bien. On vous mettra en descriptif le lien où vous pouvez trouver ces romans et vous les procurer. Donc, Largon les amarres, qui est le premier ouvrage de Valérie Bricot, et Le secret de l'arbre qui cache les enfants, qui vient de sortir aux éditions LLB, et une belle manière aussi de témoigner de ce que une femme qui aime Christ et qui désire le servir et l'honorer peut faire et accomplir dans sa vie avec ses faiblesses et ce que le Seigneur peut faire en nous mettant des idées dans la tête. Merci de cet encouragement, et puis aussi peut-être de cette inspiration que tu peux être aussi pour d'autres qui peuvent peut-être se demander, mais comment est-ce que je peux servir le Seigneur avec mes dons que je ne connais pas encore. Voilà, il y a des belles choses à faire, et il y a de la place. Le royaume est un bon recruteur, si jamais vous ne savez pas quoi faire. D'ailleurs, effectivement, il y a de la place pour les romans, mais il y a aussi beaucoup de place pour les illustrateurs. Donc, j'invite ceux qui sont chrétiens et qui dessinent à se manifester. Youpi, trop bien. Merci beaucoup d'être venu nous présenter un petit peu ton parcours et puis ta nouvelle histoire. Que le Seigneur te bénisse, t'inspire pour cette nouvelle histoire qu'il a mis sur ton cœur, et que ce soit une source d'encouragement et puis de bénédiction pour la jeunesse de notre pays dans toute la francophonie. Si vous avez des questions, que voilà, il y a des choses qui nécessitent des éclairages, ou que voilà, ça vous a donné des idées de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, nous sommes disponibles, et vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Voilà, et puis on se dit à la semaine prochaine, NJ, pour un nouveau podcast, et d'ici là, bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Je sais plus quel jour on est ni quelle heure on est, mais voilà, une belle semaine, on va dire ça comme ça, et puis à mardi prochain.